Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS, au journal du dimanche au soir. Audit de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASULC, présenté jeudi dernier, le contrôleur général d'État Philippe Nian et ses collaborateurs souhaitent que les sommes mises à la charge des différentes personnes visées dans les 3 rapports de contrôle fassent l'objet de recouvrement intégral conformément à la réglementation en vigueur. En attendant, sur ce plateau, nous allons révisiter justement le contenu de cet audit avec un plateau. Et puis sport, Coupe du Faso, vous aurez les buts de la rencontre de ce soir. Salitas c'est fait, 2-0 pour Salitas qui se qualifie pour les 8e de finale. Bourima Balima, actuel secrétaire général de la Fédération burkinabé de football et directeur exécutif de l'Union des fédérations de l'Afrique de l'Ouest, UFOA, sera notre invité. Voilà donc pour ce qui est du plat de résistance pour ce JDS, journal du dimanche au soir, qui débute par la frange politique. Un reportage pour tout baliser, et cela rime avec ce que nous annoncions en titre, en premier d'ailleurs. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASULC qui a présenté les résultats de l'audit comptable et de gestion financière des 3 grandes institutions du pays que sont la présidence du Faso, la primature et l'Assemblée nationale. Plusieurs irrégularités ont été constatées dans ces 3 institutions et ont causé une incidence financière de plus de 16 milliards de francs CFA. Nous venons ici sur le pan Assemblée nationale avant le premier plateau. Au niveau de l'Assemblée nationale, d'autres domaines d'audit ont été définis selon le contrôleur général d'État au regard du constat fait sur le terrain. L'audit a donc porté sur l'évaluation du cadre juridique et réglementaire, sur l'état d'amortissement des prêts véhicules accordés aux députés et sur des charges du régime médico-social. Il ressort de ce rapport que l'Assemblée nationale n'est pas respectueuse des lois régissant la gestion financière et comptable des structures publiques et des marchés publics, notamment la loi des finances, la loi portant code de transparence des finances publiques et la loi régissant les marchés publics. Au titre du contrôle des comptes de dépôt, le rapport a ressorti une série d'irrégularités. Il s'agit de paiements injustifiés ou pour lesquels aucune justification n'a été apportée. L'incidence financière est de 7 milliards 913 millions 856 138 francs. Au titre du contrôle de la commande publique, les irrégularités concernent le recours abusif à la procédure d'entente directe. Il ressort également du rapport que les dépenses d'investissement exécutées, telles que ressorties dans les comptes de l'Assemblée nationale, ne sont pas sincères. Sur un taux d'exécution de 99,28%, seulement 23% correspondent à des réalisations effectives. Au titre de la gestion des prêts véhicules, le rapport ressort un encours cumulé des 7e et 8e législatures de 1 milliard 585 650 000 francs. Convient de relever qu'après les relances de l'ASULC, un montant total de 70 415 000 a été régularisé par des députés et l'encours restant est de 1 milliard 515 235 000, dont 34 740 000 au titre des députés décédés. Le rapport constate par ailleurs que des libéralités ont été irrégulièrement faites et portent sur des subventions accordées aux députés en raison de 5 millions de francs CFA par député. Et en 2020, année électorale, 3 millions de francs CFA supplémentaires ont été accordés à chaque député. Le rapport constate également des appuis divers aux activités des députés, à savoir les journées de redevabilité, les financements des députés accordés par le président de l'Assemblée nationale sur demande individuelle de soutien. Ces appuis sont de 386 463 361 francs de 2018 à 2021. Un autre groupe d'irrégularités, c'est le non-respect de la réglementation sur les évacuations sanitaires. Le rapport constate qu'une personne qui n'est ni député, ni fonctionnaire parlementaire,
a bénéficié d'une évacuation prise en charge par l'Assemblée nationale. Le montant total des incidences financières de ces irrégularités constatées dans le rapport de contrôle de l'Assemblée nationale est de plus de 13 milliards de francs CFA. L'audit de l'Assemblée nationale couvre la période 2018-2021. Plus de 150 personnes ont été mobilisées pour la conduite de ces contrôles lancés courant l'année 2022. Et selon Philippe Nion, les périodes de contrôle sont de façon générale 2020-2021, 2016-2021 pour l'armée et 2018-2021 pour l'Assemblée nationale. Nous le disions, pour ce qui est de ce JDS Journal du dimanche au soir, nous allons marquer une halte sur le contenu de ce que nous a été partagé donc cette semaine. Et nous avons sur ce plateau Youssouf Ouattara, directeur exécutif du CIFWEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Dr Olo Pepeyen, sociopolitologue, chercheur au CNRST, Centre national de recherche scientifique et technologique. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec Sagalo Nakanabo, qui est le secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC. Bonsoir. Ça va. Et le dernier visage que je vous présente, c'est celui de Dr Émile Paré. Il est le secrétaire à la formation politique et civique du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Bonsoir, docteur. Bonsoir. On a tous suivi cette semaine. Certains diraient déballage, mais dans tous les cas, c'est le fruit d'une audit. Donc, il y a un travail scientifique qui est derrière et beaucoup de chiffres qui ont été partagés concernant la présidence, concernant l'Assemblée nationale, concernant aussi, comme nous l'avions vu tout à l'heure, aussi partagé des primatures. Voilà. Et le premier point qu'on a eu en reportage tout à l'heure, c'était bien l'Assemblée nationale. Je vais me permettre un premier tour de table, histoire de se mettre un peu de l'eau à la bouche. Comment vous accueillez ces éléments qui sont donnés? Parce qu'on parle de quand même 16 milliards en termes d'incidence pour ce qui est de ces irrégularités-là. Je vais commencer par vous, Youssouf Ouattara, directeur du CIFWEB. Merci bien. Je pense que le contrôle qui a été fait est dans l'ordre normal de la gestion de la dépense publique. Il y a les règles de gestion et ceux qui sont affectés à cette gestion, ils ont été formés suivant des normes, mais ils savent également qu'au bout de la chaîne, il y a le contrôle qui doit être effectué. Donc on est ce contrôle qui soit effectif sur la gestion d'une institution, nous pensons que déjà ça veut dire que le dispositif de gestion de nos finances publiques, il est effectif. De manière générale, ce que je constate, c'est que ce qui a été constaté au niveau de ces institutions, pour moi, ce n'est que le reflet de ce qu'est notre administration, où vous avez des acteurs qui, à un certain moment, prennent une certaine liberté avec la norme, avec les ressources publiques. Et pour moi, ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée, de la primature, de la présidence. Je pense que c'est une culture, on va dire, au niveau de l'administration. Et en sélectionnant ces trois institutions, je pense que c'est juste c'est un échantillon pour moi suffisamment représentatif, parce que si au niveau de ces institutions, on a ce degré d'écart avec la norme, probablement dans les autres institutions, le minimum c'est qu'on a une photographie similaire, sinon grave. Je reste avec vous. Je sais que vous êtes spécialisé des questions de budget et tout. Ici, on est dans les questions de gestion et d'exécution, notamment de ce budget-là, et des irrégularités. Irrégularité, ça veut dire quoi? Parce que là aussi, il faudrait qu'on se comprenne, parce que pour certains, on est dans des cas de vol déjà. C'est faute volontaire, involontaire, ça prend en compte quoi? Non, les irrégularités, il y a plusieurs formes. Mais ce qu'il faut noter, quand on parle d'irrégularité en matière de finances publiques, c'est un écart par rapport à la norme, par rapport à la manière dont les actes doivent être posés, les actes de gestion de ces finances doivent être posés. Donc, c'est par rapport à la norme de gestion des finances. Mais aussi, vous avez vu, le contrôle de l'ASE s'apporter sur d'autres mesures, par exemple des évacuations sanitaires. Donc, il y a quand même des normes administratives qui régissent les différentes actions que les acteurs prennent. Donc, chaque fois que l'exécution n'est pas conforme à la norme qui a été édictée, donc on va parler d'irrégularité. Effectivement, dans les irrégularités, vous pouvez avoir des cas de détournement.
Et même dans les détournements, vous avez 2 cas de figure. Ça veut dire qu'on vous a donné de l'argent pour une mission, mais si vous l'utilisez cet argent pour autre chose, même si c'est pour la même institution, même si c'est pour le service public, on dira que vous avez détourné la destination de ces ressources. Ensuite, le fait de tirer un avantage particulier et qui induit, on va dire, dans la gestion de l'action publique et des ressources publiques, c'est des cas d'irrégularité. Et même quand l'avantage ne vous revient pas, même si vous n'en bénéficiez pas, le fait que vous êtes agent public, vous avez signé donc de faire le travail suivant une norme et que vous ne respectez pas ces normes, donc c'est une irrégularité qui appelle effectivement des sanctions. Vous rappelez que les domaines concernés par ces opérations de contrôle sont la commande publique, les comptes de dépôt, les régies d'avance, le carburant, les frais de mission, les frais de voyage, les rétributions, les dons au bénéfice des personnes politiques exposées. PPE. Je reviens aussi à vous, parce qu'il a dit que c'était le premier tour de table, comment chacun a accueilli le déballage qui a été fait par la SULC suite à son audit. Je reviens donc à vous, Dr Olo Pépin. Ok, merci. Bon, moi, à mon niveau, c'est pas un événement pour moi. Dans la mesure où, avant ces audits, je pense que nous avons eu aussi des informations et diffusées notamment par la presse sur des cas d'audit qui ont été réalisés, notamment par la Cour des comptes, avant même le régime de Roch Marc Christian Kaboré, et des audits qui ont été publiés. Et sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré, on a eu aussi des informations de part et d'autre, et les dénonciations faites par les différentes presses d'investigation. Et aussi, je pense que sous la transition de 2015, il y a une commission spécialisée donc, qui a travaillé sur les crimes économiques. Voilà, et je pense que le rapport a été déposé, je ne sais pas si c'est à la présidence ou ça l'a SE. Donc du coup, on se trouve dans une situation de continuité, à mon sens. Là, c'est une pratique courante, les audits. Peut-être ce qui aujourd'hui peut étonner, ou du moins ce qui suscite plus d'attention au niveau de l'opinion, c'est les montants qui ont été présentés. Voilà, lorsque on présente les 3 institutions qui sont les institutions phares, les institutions motrices même de la République, et qu'on estime qu'il y a près de 16 milliards de gestion financière irrégulière, bon, ça ne fait que frapper l'attention ici des citoyens ordinaires. Mais pour moi, bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, parce que bien avant ça, il y a eu des cas similaires qui ont été dénoncés sur la place publique. D'accord. Sagado Nakanobu, je rappelle que vous êtes du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, donc vous êtes, on m'a dit, habitué à ces questions-là, mais on a, comme disait tout à l'heure Dr Le Pépin, il y a quand même aussi les chiffres qui sont avancés. Vous êtes surpris? Non, pas surpris, parce que de toute façon, dès qu'il y a eu le coup d'État de janvier, nous avons appelé à ce qu'il y ait des audits. Donc on ne peut pas dire que nous on est surpris qu'on fasse ce qu'on a demandé. Dans les proportions qui sont révélées, je veux dire. Maintenant, pour les chiffres qui sont avancés, ça peut paraître énorme, mais quand on suit l'actualité depuis le régime Compaoré et l'insurrection qui n'a pas été suivie d'une rupture qui était tant attendue par le peuple, on n'est pas surpris parce que dans un premier temps, les gens ont certainement pensé après l'insurrection qu'on allait changer d'axe ou d'orientation dans la gouvernance. Mais comme ils ont vu que ça ne changeait pas, les vieux démons sont revenus et quand ça revient comme ça, généralement ça va plus fort qu'on le croit. Donc, même pour les chiffres qui sont avancés, bon, c'est grave quand même, mais on n'est pas surpris. Peut-être même qu'il y a pire que ça. D'accord. Docteur Émile Paris, vous êtes secrétaire à la formation politique et civile du MPP. On a entendu tout à l'heure, c'est quand même une certaine gestion qui est indexée. Quand on voit la période, c'est aussi assez clair. On va dire que vous êtes presque au pilori. Réaction? Bon, je dois dire que bon, dans le principe que l'ASE fasse son travail, ça ne me gêne pas. Je fais partie aussi des gens qui ont dit depuis l'insurrection qu'il faut la rupture. Et si vous avez suivi l'évolution de mes interventions, j'ai toujours crié à la télé, à la presse, que la rupture tant attendue n'est pas arrivée.
Je l'ai dit il y a 2 ans, je l'ai dit il y a 3 ans. Donc, quant aux résultats qui sont donnés, dans le fond, je ne suis pas non plus surpris. Par contre, je me dis, parce que je suis un homme politique, vous le savez bien, j'ai été député à l'Assemblée nationale de 1997 à 2002. J'ai dit, le principe du contrôle des organes de la République, personne n'est contre. Mais il faut que ce principe-là soit appliqué à toutes les institutions dans le respect de la Constitution et des textes en vigueur. Et moi, quand j'ai vu une presse comme Siroya qui a dit 16 milliards dilapidés, j'ai dit non. On a dit qu'il y a des irrégularités. On n'a pas dit qu'on a dilapidé 16 milliards. Attention. Vous voyez, 16 milliards dilapidés. Qui a dit qu'on a dilapidé 16 milliards? Le contrôle dit irrégularité. Et c'est bien que Soulama parle de... Ouattara et Issouf parlent de ce que c'est que des irrégularités. Mais les irrégularités ne veut pas dire que forcément on a dilapidé les fonds. Ça ne veut même pas dire que les intéressés ont détourné à leur propre compte. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont enrichis. Donc je me dis qu'il faut prendre ce rapport avec prudence. Parce que je me dis que si on dit qu'il y a des irrégularités, comme l'a dit le patron du REN là, ou bien tous ceux qui ont intervenu, notre administration connaît combien de cas d'irrégularité et combien de rapports de l'ASE ont été déposés. Moi, mon problème, c'est se focaliser sur le Premier ministère, sur le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée, la présidence. Bon, pour moi, quand même, il y a combien de ministères qu'on a audités depuis la transition? Il faut bien commencer quelque part. Non, mais on commence pas par... Il faut commencer par les rapports anciens qui sont dans les tiroirs et qui sont en train de pourrir. Sortez les différents rapports des différents ministères, des différentes institutions, et je pense quand même, là, on va croire à la sincérité et à l'égalité de traitement quand véritablement au contrôle. C'est ça mon inquiétude. Et moi, j'ai dit, bon, c'est un rapport, hein. Qu'est-ce qu'un rapport? Vous parlez de sincérité, qu'est-ce que vous mettez ici en doute? Non, je trouve que... Vous dites que vous êtes ciblé ou bien qu'est-ce qu'il y a? Je me dis qu'après le coup d'État, immédiatement, les gens se sont ciblés qu'il faut contrôler les institutions, l'Assemblée, la présidence, le Premier ministère. Mais pourquoi ces 3 institutions seulement? Pourquoi? L'Assemblée existe depuis 1991, non? L'ASE existe depuis combien d'années? Il y a eu combien de présidents d'Assemblée? Est-ce que l'ASE a auditionné ces présidents d'Assemblée? Il y a des questionnements qui sont posés. Pourquoi auditionner de 2018 à 2021? Depuis Yébouinsan, docteur Yébouinsan. Après Yébouinsan, c'était Mélégué. Après Mélégué, c'est Rochma Christian Kabouré. Vous suivez? Après Rochma Christian Kabouré, c'est Sungalo. Après Sungalo, c'est Chi Chérif. Après Chi Chérif, c'est Salif Diallo. L'ASE a-t-il audité dans ce sens? C'est pourquoi il y a une jurisprudence que moi je vois. C'est pour ça, le chiffre là, moi je ne regarde pas les chiffres. Hein. Les chiffres là, on n'a qu'à dire 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Non. Moi je me dis, le respect des institutions républicaines, le respect des règles et des lois, si le contrôle se fait dans ce respect, il n'y a pas de problème. Si je prends le cas de l'Assemblée, mais moi j'ai été député. On va revenir dans le détail sur le cas de l'Assemblée. Donc pour moi, tout à l'heure, oui. Pour moi, les chiffres qu'il donne, ce n'est qu'un rapport. Pour le moment. On vous a compris. Ce n'est qu'un rapport. Il faut faire très attention. Je vais revenir vers le docteur Lob Payen, qui est sociopolitologue. Il pose ici un problème. On a vu Alassane Bala Sakandé qui a tenté devant le tribunal administratif de poser des problèmes sur la question de l'audit. Et puis, je pense que la décision est tombée le 21 février dernier pour dire que la CLC peut faire son travail. Lui, on entend ici parler d'un peu de ciblage. C'est pas le terme qui est employé, mais on n'est pas loin de cette lecture-là qui est partagée sur ce plateau. Vous le voyez comment? Oui, justement, on a entendu de gauche à droite, émanant justement des partis politiques, de certains militants de partis politiques, et sans contester le principe même de l'audit, ont estimé que l'activité en tant que telle était tendancieuse. Voilà, et que la focalisation sur les 3 institutions les 3 gestions des 3 institutions du régime passé
certains militants trouvent que c'était tendancieux. Donc moi j'ai échangé avec des amis sur ces questions. Mais je me rappelle bien que après la transition, lorsque le MPP est arrivé au pouvoir, le MPP a audité la transition par l'ASE. Et après, il est ressorti, nous avons entendu qu'il y a eu aussi des irrégularités constatées au niveau de la primature. On a vu aussi que le MPP a fait ce même travail avec la transition qui était là. Et c'est après, je pense que c'est la Cour des comptes qui a audité la transition pour dire que bon, il y a eu une bonne gestion, s'il y a bonne mémoire. Donc, à ce moment, on a senti quand même qu'il y avait des conclusions un peu discordantes. Voilà, sur cette question. Donc, maintenant, parler de la focalisation, bon, moi, ça me paraît un peu étrange, parce que lorsque le MPP est arrivé au pouvoir, le MPP a procédé de la même façon avec ceux qui ont dirigé le pouvoir avant le MPP. Bon, maintenant, on n'a pas parlé de la focalisation. Seulement, ce que je peux dire, c'est que le MPP, le pouvoir MPP n'est pas allé au-delà de la transition pour auditer la gestion aussi du régime passé avant l'indirection. Celui de Blaise Compaoré. Oui, celui de Blaise Compaoré. C'est ça, moi, je n'ai pas compris. On attendait à ce que le MPP aille jusqu'à ce niveau. Parce que l'UPC a dit dans son programme politique que s'il arrivait au pouvoir, il allait auditer la gestion de la 4e République depuis le 2 juin 1991 jusqu'au moment où ils arrivent au pouvoir. Donc, c'est ce que, quand même, nous sommes restés dans cette fin que le MPP n'a pas pu poursuivre dans la logique. Mais au-delà de ça, le problème que ça pose, la question de fond, c'est que depuis l'avènement de la 4e République, on a assisté à une gestion néo-patrimoniale de l'État. C'est de ça qu'il s'agit, où le privé se confond au public, où les intérêts privés se mêlent aux intérêts publics. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, il faut comprendre aussi le type de politique qui a été menée jusqu'ici. Lorsqu'on met une politique clientéliste, lorsqu'on a des rapports clientélistes, c'est-à-dire qu'à l'électorat, aux militants, mais vous comprenez qu'on s'inscrit dans une certaine logique qui n'est rien d'autre qu'une certaine omni-marchandisation du rapport politique. C'est de ça qu'il s'agit. Dès lors qu'on s'inscrit dans cette logique de rentabilité, on ne peut pas être étonné de la suite qui va se poursuivre. Et donc, c'est la nature de la gestion même de l'État qui nous permet, qui aujourd'hui nous amène à ces conséquences-là, à ces gestions irrégulières dont on parle. Lorsque l'État est géré de façon non-patrimoniale, il n'y a pas de raison qu'on ne bouge pas sur ces irrégularités à cet niveau. Je pense que tout à l'heure, Dr Paré semblait relativiser les choses. Vous dites les chiffres, c'est pas... Voilà, faut pas que regarder cela. Et que rien ne dit que c'est des détournements, vous avez dit tout à l'heure. Oui. Mais quand on regarde aussi au fond, il y a quoi? Concernant par exemple les illégalités qui ont été sur la commande publique, on parle d'illégalités qui concernent par exemple le recours abusif à la procédure d'entente directe. Il y a beaucoup d'autres petits éléments qui sont donnés, des paiements injustifiés ou pour lesquels aucune justification n'a été apportée. Il y a beaucoup d'autres petits éléments qui sont donnés. Et puis quand on donne, c'est de l'ordre de milliards, hein, c'est pas des petites sommes. Non, et donc quand on regarde cela, vous ne pouvez pas de go comme ça dire que c'est... Voilà. J'ai dit l'ASE fait des rapports, ce n'est qu'un rapport. L'ASE a fait des rapports ici, c'est parti en justice, on a attaqué et puis ça marche. Il y a des gens ici, il y a des gens dans ce pays où l'ASE a fait des rapports, il a attaqué, il s'est parti en justice, la justice a donné raison aux intéressés. Je ne vais pas citer des noms. Donc pour moi, ce n'est qu'un rapport. Un point, un trait. On ne peut pas dépasser le stade de rapport. Maintenant, la suite du rapport va nous déterminer si les 16 milliards là, c'est dilapidé ou pas. Parce que vous savez que nous sommes dans une situation extrêmement difficile avec le terrorisme et autres. Bon, quand on ajoute les fonds secrets, on ajoute des quoi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'irrégularité, du moins concernant tout ce qu'on dit. Mais je vous dis, il faut voir la suite pour voir, parce qu'il ne faut pas très vite jeter en pâture comme si les 16 milliards ont été détournés, mais dans la poche de X ou Y. Donc je ne suis pas contre un rapport, mais j'ai dit la suite du rapport, c'est ça qui va nous déterminer la réalité et la vérité. Parce que les rapports de l'ASE ont été contestés à plusieurs reprises et l'ASE n'a pas eu raison. C'est ce que je veux dire. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on soit prudent. D'accord. On sait avec toute la prudence aussi qu'on va regarder le contenu. Voilà. Parce qu'on a quand même des détails. On va commencer avec l'Assemblée nationale parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on avait partagé en reportage. Je vais venir vers Sagado Nakandabo. Je le rappelais tout à l'heure à Dr Paré. Quand on prend le titre, par exemple, de contrôle des comptes de dépôt, non, je ne veux pas venir là. D'abord, la question de la commande publique. Il est question d'irrégularité qui concerne le recours abusif
relatif à la procédure d'entente directe, des surfacturations, c'est le terme qui est employé, de 379 317 630 francs CFA, la non-liquidation des pénalités de l'État d'un montant cumulé de 313 millions. Et puis quand vous regardez par après aussi, il y a parfois le déblocage même non justifié de montants exorbitants, 1 390 489 000. On se demande, bon, ça doit être encadré tout ça. On n'a pas peur, mais on se dit que c'est parce qu'on a le pouvoir qu'on peut. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense que ce qui explique ceci, c'est le collègue Olo Pépéien a expliqué depuis le régime comparé, en fait, la sphère politique est devenue un lieu d'enrichissement illicite. Et les gens ne pensaient certainement pas qu'un jour, ils devraient rendre compte. Donc c'est ce qui peut expliquer que peut-être même ils aient agi sans prudence, en se disant que de toute façon, il n'y aura rien. Sinon, ce qui est dénoncé, Émile Faré dit que ce n'est qu'un rapport. Effectivement, ce n'est qu'un rapport, mais c'est la suite. Parce que le rapport doit donner une suite. Mais comme là encore, les gens ont eu l'habitude des rapports sans suite, ils rêvent encore certainement que ce rapport aussi sera sans suite. Certainement. Mais pourtant, il faut que ça s'arrête. Il faut que les rapports aient des suites. Il faut que si quelqu'un est accusé de quelque chose, que ça aille jusqu'au bout. Et que la personne soit blanchie ou que la personne soit noircie. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout et que la culture de la redevabilité s'installe enfin. Après près d'une quarantaine d'années, il ne faut pas qu'on continue dans l'impunité des crimes économiques. Et moi, c'est mon espoir. Nous, au niveau du RENLAC, on pense qu'on va en finir avec les rapports sans suite. Si le rapport s'est trompé, on constatera. Parce que ça peut être une procédure judiciaire, ça peut être une procédure au niveau de la Cour des comptes pour des fautes de gestion. Mais dans tous les cas, il doit y avoir une suite. Et je pense, parce que j'ai suivi un peu le contrôleur général d'État, qui dit qu'il y a même des gens qui ont pris des devants et qui ont commencé à payer. C'est cela. Pour moi, c'est bien. Ça veut dire qu'implicitement, ils reconnaissent la faute. Sinon, on ne peut pas commencer à payer si on pense qu'on avait raison de faire ça. Donc, notre espoir, c'est que les rapports là, ne soient pas que des rapports. Et le contrôleur a dit, il nous a donné rendez-vous pour mai, pour les autres institutions. Et nous on suit, parce que nous pensons qu'ils sont en train d'aller dans le sens de ce que nous avons demandé. Tout auditer, tout. Il faut auditer tout le monde. C'est cela. Et tout à l'heure, Émile s'offusquait qu'ils aient visé ces institutions. Mais pour moi, il faut commencer, quand il y a une foule là, il faut commencer par un. Et je trouve qu'ils ont bien commencé, parce que c'est la tête. La présidence, la primature et l'Assemblée, c'est bien la tête. Il faut commencer par eux, et les autres ils suivront. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement doivent se le prendre pour dit, parce qu'il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas des intouchables. S'ils prennent des libertés, comme Issouf l'a dit tout à l'heure, avec le bien public là, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent perdre leur liberté. Et il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi perdre leur bien. Mais en même temps, pour peut-être ajouter un peu d'eau au moulin de Paris, quand il parle de... Bon, pourquoi est-ce que ça commence par nous? Il y a, en matière d'audit, je passe sous le contrôle de Sifweb qui est à côté. Je pense que la question des mémoires, elle est plus fraîche lorsqu'on est à côté. Avant le MPSR 2, il y a le MPSR 1. Bon, mais de toute façon, nous-mêmes, ce n'est pas ça qui est important. Pour nous, pour bien faire, il faut commencer à bien faire. D'accord. Il ne faut pas dire que comme on a l'habitude de voir mal faire, il faut continuer à mal faire. Il faut bien commencer à bien faire à un moment donné. Et c'est ça que nous encourageons. Nous avons encouragé et nous l'avons signifié à l'ASE. Nous les encourageons à faire les audits. Il faut que ça commence.
il faut bien que ça commence par quelqu'un. Par qui ça commence là, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ça, c'est la forme. D'accord. Et je vais revenir aussi fort. Dans ce qui est ressorti concernant l'Assemblée nationale, il y a un autre élément aussi qui avait aussi animé les colonnes de la presse, mais bon, on ne comprenait pas trop, c'est le dépôt de fonds dans une banque commerciale. On parle d'une pratique, on parle de 12 milliards, c'est, je pense, 99 millions qui ont été déposés dans une banque sans intérêt, avec des frais de plus de 10 millions de francs CFA. Et la perte financière calculée à partir du loyer de l'argent, taux d'intérêt légal de la BCEAO sur la période, donne un montant de 693 782 000 francs CFA en gros, imputable à un agent public selon la SE. Comment cela fonctionne logiquement? Parce que bon, on s'est dit que quand vous avez de l'argent, vous allez le déposer en banque. Bon, tout le monde vous court même après, parce que c'est quand même... voilà, on doit vous proposer comment est-ce que vous êtes rétribué par rapport à ça. Maintenant, comment ça s'explique? Oui, si vous vous rappelez, sous le MPSR, il y a eu un audit de ces comptes ouverts dans les banques privées pour le compte de l'administration, et le gouvernement, à son temps, a procédé à la fermeture de beaucoup de comptes. En principe, l'ouverture d'un compte dans une banque privée est soumise à autorisation. Et ce qui est dénoncé ici, c'est le coût d'opportunité. Parce que si vous déposez de l'argent, alors que vous aurez dû déposer cet argent à terme avec des intérêts, et vous ne l'avez pas fait, donc ça génère un coût d'opportunité pour le contribuable. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que d'abord, ils ont eu l'autorisation pour ouvrir ce compte? Ça, c'est la question. Et maintenant, aussi, la modalité de dépôt de cet argent qui, au bout du compte, parce que c'est, après tout, des devises. Voilà, qui ont été soustraites du trésor public au profit d'une banque. Donc c'est de l'argent qui permet de travailler et donc qui est absent dans les comptes du trésor. Donc il y a forcément un coût d'opportunité à la matière. Je pense que c'est ce coût d'opportunité qui a été calculé. Maintenant, revenant à la question de la SE, moi, je voudrais rappeler que sous le président Compaoré, si vous vous rappelez, le professeur, l'ex-ministre des enseignements secondaires, le professeur de sémiotique Paris, il y a eu un contrôle de sa gestion, et en son temps ça posait beaucoup de problèmes. Je pense que ça a conduit à sa démission. Donc en réalité il y a toujours eu des contrôles. La question, c'est le type d'institution qu'on avait. On avait une autorité de contrôle, mais sous hiérarchie du Premier ministre. Maintenant, avec l'ASLC, on a une autorité administrative indépendante. Une autorité administrative indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment dans son action, elle ne requiert pas l'avis d'une autre institution ou d'une autre autorité avant d'agir. Donc la CENI, c'est une autorité administrative indépendante. Le CSC est une autorité administrative indépendante. Avec ce statut, ça a donné maintenant beaucoup plus de moyens à l'ASLC et d'engager des actions. Vous savez que l'ASC demande même à avoir un procureur en son sein. Donc c'est pour pouvoir donner une suite, pour avoir toute la latitude de pouvoir donner une suite et non attendre simplement qu'une autre autorité ou une autorité politique donne cette suite. Et s'il y a eu cette réforme, c'est parce qu'il y a eu cette difficulté. Les rapports sont faits, les audits sont faits, mais comme c'est une autorité publique politique, on va dire, qui doit enclencher la suite, donc en fonction de ses intérêts, elle ne regarde pas et finalement il n'y a pas de suite. Je pense que c'était ça, mais dès que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la sécurité et la corruption a été mise en place, donc ils ont commencé avec la transition au Lodin sous le Premier ministre Isaac Zida. Ils ont audité également la présidence du Faso. Dans ce rapport, vous allez voir ce à quoi l'autorité supérieure de contrôle d'État s'est intéressée, c'est aussi la moralité de la dépense. Parce que la question n'est pas seulement si vous avez détourné de l'argent. Par exemple, si ce stylo sur le marché, s'il coûte 100 francs et vous l'avez payé à 1000 francs, il y a un problème de la moralité de la dépense. Mais la dépense peut être régulière.
Parce que vous êtes passé par appel d'offres, vous êtes passé par les procédures normales pour pouvoir acquérir le stylo. Mais le prix est exorbitant, c'est pour ça qu'on parle de surfacturation, c'est pour ça qu'on parle aussi de segmentation de marché. Parce que si vous segmentez, ça veut dire qu'il y a forcément un intérêt derrière, et en ce moment, ça ne permet pas aux contribuables de maximiser son intérêt. Donc, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption s'est attaquée également à la moralité de cette dépense. Parce que vous avez vu, il y a des cas qui ont été soulevés. Pourquoi on va donner de l'argent à des parlementaires pour de la redevabilité? Parce que quand ils partaient faire campagne, ils ont promis des choses aux gens. Ils ont promis des choses et normalement, ils doivent aller rendre compte si effectivement ils ont rempli ces engagements. Donc ce n'est pas aux contribuables de payer encore pour aller faire cette redevabilité. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'aspects qui ont été mentionnés ainsi. Ou bien on finance l'évacuation d'une personne, même si c'est un citoyen burkinabé, étant donné que cette personne ne fait pas partie du personnel, donc moralement cette dépense-là, elle n'est pas éligible et ça constitue aussi une irrégularité. Là, vous parlez de la gestion des libéralités et le rapport constate que les libéralités ont été irrégulièrement faites et portant sur les subventions accordées aux groupes parlementaires en raison de 5 millions de francs CFA par député débloqués, disent-ils, en 5 tranches. 2020, l'année d'élection, 3 millions de francs supplémentaires ont été alloués à chaque député. Le rapport fait une annotation particulière sur ce financement déguisé des partis politiques et surtout sur le caractère discriminatoire, équivoque et inapproprié de cette libéralité. Bon, quand on regarde, on a l'impression que ça concerne l'ensemble d'une Assemblée nationale où on a tous les partis politiques, on a toutes les colorations, mais ça n'a jamais été un problème pour aucun parti. Expliquez-nous. Non, le problème, il faut quand même que Ouattara comprenne le fonctionnement quand même de l'Assemblée. Allez-y. Moi, j'ai été député là. Allez-y. Le budget de l'Assemblée est voté par l'Assemblée, autocontrôlé par une commission ad hoc de l'Assemblée qui est mise en place par la commission finance. Mais écoutez, le règlement de l'Assemblée a valeur de loi organique. Et la séparation des pouvoirs, ici ce n'est pas tout de suite que vous voulez rompre la séparation des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs qui ne se mélangent pas. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. L'ASE va contrôler la Cour des comptes. L'ASE va contrôler le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça n'a pas déjà été tranché avec le problème posé par Alassane Bala Sakandé? Non. Attends, le tribunal administratif n'est pas au-dessus de la Constitution. Ça, je vous le dis et je vous le garantis. Le tribunal administratif n'est pas au-dessus de la Constitution. Le débat est toujours posé. La Constitution fait la séparation des pouvoirs et dans tous les pays du monde où il y a cette séparation du pouvoir, l'Assemblée s'autocontrôle. Il a des mécanismes d'autocontrôle. Quand je parle de l'Assemblée française même, la commission finance et du budget, là, on donne ça à l'opposition pour permettre de contrôler effectivement le président de l'Assemblée. Mais chaque année, il y a eu des contrôles. Il y a des rapports qui ont été déposés au ministère des Finances. Il y a des rapports qui ont été déposés à la Cour des comptes. Moi, je ne sais pas, en tout cas, la procédure que l'ASE a utilisée pour contrôler l'Assemblée, mais chaque année, la Cour des comptes a des rapports déposés par la Commission finance de l'Assemblée sur la gestion du président de l'Assemblée. Ça a toujours été comme ça. Je vous dis que ça a toujours été comme ça. Maintenant, vous voulez modifier, faire de l'ASE un organe supérieur aux 3 pouvoirs. Ce n'est pas possible. Attendez, je n'ai pas fini. Je vais vous dire, l'ASE est un organe administratif, comme il a dit. La preuve que c'est le chef de l'État qui nomme le président de l'ASE. Le président de l'ASE est nommé par le chef de l'État. Pourquoi le chef de l'État va aller s'immiscer, un organe de l'exécutif va aller s'immiscer dans la gestion de l'Assemblée? Je ne défends pas qu'il n'y a pas de malversations ou bien qu'il n'y a pas quoi. J'ai dit du point de vue de la procédure, c'est un forcing qu'on est en train de faire et c'est une jurisprudence qui va nous poursuivre. Ça c'est un argumentaire qu'on a déjà entendu. Je peux me réagir, puis on réagit là-dessus aussi. Parce que c'est un point qui est souvent soulevé. On peut faire un rapport. Allez-y. Et on verra les juridictions compétentes. Ce qui dit, effectivement, l'Assemblée nationale a son régime financier. Maintenant, ce dont on parle, il s'agit de contrôle interne.
Et toutes les institutions, tous les services ont leur mécanisme de contrôle interne. Et même au niveau des ministères, vous avez les différentes inspections qui sont dans des cadres des institutions de contrôle interne. Effectivement, comme il a dit, l'ASE, c'est l'organe supérieur. Et la loi organique de l'ASE, de création de l'ASE, de création de fonctionnement de l'ASE, c'est cette loi organique qui dit que le président du FASO peut demander à l'ASE d'aller auditer toute institution où l'argent public se trouve. Ouais. C'est l'Assemblée nationale qui a voté cette loi. Peut-être que c'est depuis là-bas qu'il aurait fallu retorquer cette disposition. C'est l'Assemblée qui a voté et qui a donc donné autorité à cette institution de pouvoir, sur directive du président du FASO, parce que sous le MPC 1, c'est le président du FASO de l'époque donc qui a demandé à l'ASE de faire ce contrôle. Donc c'est en application de la loi organique de l'ASE votée par l'Assemblée nationale. Donc pour le contrôle interne, chaque institution a son mécanisme de contrôle interne. Mais l'autorité supérieure du contrôle d'État est l'organe qui a la possibilité d'aller auditer toute personne ou toute institution qui gère l'argent public. Parce que les gens confondent. Il y a la fonction parlementaire, il y a l'activité parlementaire et il y a la question des ressources publiques. Dans l'action parlementaire, dans la budgétisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, cette institution, elle est indépendante. Elle est indépendante. Par exemple, si vous prenez le judiciaire, l'exécutif ou le législatif ne va pas aller s'immiscer dans l'action judiciaire. Mais ceux qui sont au niveau de la justice, qui gèrent les ressources publiques, savent qu'il y a des corps de contrôle auxquels ils sont soumis. Les comptables, leurs comptes sont soumis au jugement de la Cour des comptes. La Cour des comptes est habilitée à juger les comptes de tous les comptables publics. Donc moi je pense qu'il faut faire cette distinction parce qu'on risque de faire un amalgame et c'est toujours bon pour moi qu'il y ait cette formule où les différents niveaux de pouvoir ont la possibilité de contrôler les uns les autres pour qu'on n'ait pas à un certain moment l'abus et trop d'autorité d'un niveau. Docteur Lopépin, on voit que ce débat, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. On entend tout le temps le député évoquer le fait qu'il y a la séparation des pouvoirs. Pourquoi est-ce que lui viendrait nous auditer alors qu'en interne, il y a ceci, il y a cela. C'est un faux débat. Parce qu'à la fin, c'est le denier public, c'est la question de gestion. Si vous n'avez pas de blanche, ça ne devrait pas être un problème. Oui, à ce niveau, bon, c'est un débat beaucoup plus technique et je pense que lui, il a beaucoup élucidé quand même certaines zones d'ombre voilà, qui me permettent personnellement de comprendre mieux et le fonctionnement de ces institutions. Et même j'ai déjà suivi une formation sur le contrôle budgétaire avec le CFOP. Ils savent être vraiment un spécialiste du domaine. Voilà. Mais c'était au niveau de la société civile. Comment amener la société civile à exercer un contrôle budgétaire? Bon, voilà. Et par rapport à ça, moi je trouve que quand même, et ça pose un problème. Parce que même si on peut accepter l'indépendance de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en tant que représentation nationale, en tant que pouvoir, qui doit jouir d'une certaine indépendance, mais il reste que les ressources de fonctionnement de l'Assemblée nationale relèvent ici des fonds publics. L'Assemblée nationale, son autonomie ou son indépendance, c'est-à-dire ne l'a pas amené à avoir ici des sources de financement en dehors des fonds publics. C'est comme une ONG, parce que tel qu'on explique, c'est comme si l'Assemblée nationale devrait fonctionner comme une ONG. C'est-à-dire qu'il y a son programme d'activité et qui trouve ses financements avec des partenaires extérieurs et qui exécute son programme au niveau national. Et là, ce sont des fonds publics qui ont été affectés à une institution parlementaire c'est-à-dire que des intérêts publics pour servir la cause publique, la cause des citoyens et la cause du peuple, la cause de l'État de façon générale. Mais maintenant, moi quand même, je ne comprends pas qu'on dise que une institution en dehors de cette institution parlementaire-là ne peut pas contrôler les fonds qui ont été alloués par l'État. Puisqu'il s'agit des fonds publics,
moi j'ai déjà mené ce débat à plusieurs reprises où je ne comprenais pas comment une institution peut se prévoir dit que non. Voilà. Maintenant, le mécanisme de contrôle interne. Oui, peut-être qu'il va nous expliquer. On va vous permettre de préciser tout à l'heure, vous allez finir. On ne se comprend pas. Oui. Mais laissez-le terminer, vous allez préciser. Maintenant, le mécanisme de contrôle interne dont il parle, mais quelles sont les limites de ce contrôle-là? Est-ce que c'est une structure qui a un pouvoir exorbitant qui va au-delà de l'institution parlementaire, dans la mesure où il y a des structures, c'est-à-dire que je peux dire, qui sont nettement dans la hiérarchie, qui sont au-dessus de l'institution parlementaire. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale est au-dessus du trésor public. Je ne pense pas. Voilà. Donc du coup, dès lors que ce sont des fonds publics qui sont alloués à une institution, il est normal qu'il y ait d'autres structures qui puissent avoir un regard. Vous allez pour soutien. Donner un élément. J'ai l'impression que vous voulez donner la balle, mais vous voulez donner des précisions. Et après, spécialiste des questions de contrôle de gestion. D'accord. Oui, mais bon, quand même, je m'inscris dans une certaine logique. vous allez le préciser. Vous allez le préciser. Jean Nakano va pouvoir intervenir. Préciser alors. J'ai dit que il y a 3 pouvoirs. Et ce n'est pas cette constitution qui a été votée hier ou avant-hier. Si on prend une loi qui va contre la constitutionnalité de quelque chose, mais c'est parce que dans ce pays, les gens n'attaquent pas la constitutionnalité de certaines lois. J'ai dit, le contrôle extérieur à l'Assemblée, je ne le contredis pas. Le contrôle extérieur, c'est la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes, c'est pas l'ASE. La Cour des comptes juge. Parce que, je vous dis, il termine. Oui. La Cour des comptes juge les comptes. Oui. Faute de gestion. C'est une dimension purement comptable. Oui. Mais vous voyez, il y a un autre organe qui regarde la moralité de la dépense, la régularité par rapport à certains d'autres textes. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Oui. Et là, on est dans une dimension tout autre. C'est pourquoi j'ai dit, depuis que l'Assemblée est instituée, il y a les mécanismes d'autocontrôle de l'Assemblée et il envoie le rapport au ministère des Finances et à la Cour des comptes. Et s'il y a des mauvaises gestions dedans, la Cour des comptes intervient. On comprend, c'est le nœud gordien. Alors, vous voyez, on va laisser. Il faut qu'on tranche ce débat constitutionnel-là. Il faut que nos constitutionnalistes là tranchent ce débat constitutionnel. Parce que ce n'est pas un débat économique et financier. C'est un débat constitutionnel. Nakanabo, allez-y. En fait, oui. Émile a tout dit. Ça a toujours été comme ça. Et c'est parce qu'ils sont dans cette lucarne de toujours été comme ça qu'ils pensent que ça sera toujours comme ça. Et qu'ils pourront faire et il n'y aura rien. En fait, si vous suivez, c'est parce qu'ils sont dans cette logique que de toute façon, ce que l'Assemblée fait là, aucun autre pouvoir ne peut contrôler. Mais tous les 3 pouvoirs là, ils doivent se contrôler. L'indépendance ou la séparation des pouvoirs n'empêche pas ou n'est pas contradictoire au contrôle. Il le sait très bien, puisque l'Assemblée contrôle l'exécutif. Est-ce que ça empêche la séparation des pouvoirs? Il suffit à situer le cadre juridique qui permet à l'ASE de faire ce contrôle. C'est statutaire. L'ASE ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas dans son statut. De toute façon, moi je ne défends pas l'ASE. Vous pourrez les convoquer. Et lorsque j'ai écouté le rapport, ils nous ont calé ce qui leur a permis de faire ce contrôle. Donc, le fait de dire que les pouvoirs sont séparés ne peut pas dire qu'il y a un pouvoir qui doit être incontrôlé. Et le contrôle interne ne peut pas être une fin à tous les contrôles. Et lui, il a dit qu'il y a le contrôle extérieur avec la Cour des comptes, mais ce n'est pas le seul contrôle extérieur qui est prévu. Donc, on l'aura compris. Mais voilà. C'est vrai qu'on s'est beaucoup arc-bouté sur l'Assemblée nationale, mais il y a eu aussi la présidence, il y a eu aussi le Premier ministère. Quand on regarde, c'est un peu les mêmes éléments qui ressortent, avec peut-être beaucoup plus en avant la question de la gestion du carburant. Ça, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Mais quand on prend aussi le cas, par exemple, du Premier ministère, il y a une pratique quand même qui mérite qu'on regarde bien. C'est le fractionnement des marchés publics.
pour les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables. Et quand vous regardez, le total de ces fractionnements de marché s'élève à 334 996 762 francs CFA. Ça, c'est de la subtilité. C'est de la subtilité. Je pense que la SCLC aurait dû aller beaucoup plus en profondeur. On ne peut pas fractionner une ligne budgétaire dans un marché sans qu'il y ait complicité sur toute la ligne. Parce que dès lors que le budget est voté et le plan de passation de marché est élaboré, il y a un certain nombre d'acteurs. Il y a l'autorité contractante, il y a le personnel de l'autorité contractante, il y a tous ceux qui font l'approbation de l'appel sur toute la ligne. Il faut qu'eux, ils donnent leur autorisation pour que le fractionnement soit effectif. Donc, ce n'est pas forcément au niveau de la personne responsable de marché, donc qui a monté le marché, mais moi je pense que c'est sur toute la ligne. Et comme je l'ai dit, ce résultat, il est symptomatique de ce qu'est la réalité dans notre administration. Et par ce fractionnement, en fait, c'est des jeux d'intérêt en ce moment. Soit c'est pour soustraire à la compétition, parce que si on met le montant global, il faut une compétition une procédure beaucoup plus ouverte. Et en ce moment, en fractionnant, ça ramène à une autre forme de procédure qui va être la demande de cotation, la demande de prix. Et en ce moment, ça soustrait à la publicité. Et les acteurs en ce moment usent de certaines approches pour pouvoir attribuer le marché à qui ils souhaitent. Je pense que c'est bien calculé et pour moi, il devrait aller beaucoup plus en détail parce qu'il y a des gens chargés de faire ce contrôle-là. Il y a un contrôleur des marchés et des engagements, il y a le trésor. Donc ces niveaux-là devaient déjà attirer l'attention de l'autorité contractante et de la personne responsable des marchés pour dire ce type de segmentation-là, ça ne va pas passer. Je pense qu'il y a cette complicité qui n'a pas été dévoilée. On aurait un deuxième petit sujet sur lequel on va réagir très rapidement, mais donc je vais vous permettre de terminer. Oui, vous vouliez. Ce que je vais dire là, le fractionnement là, ce n'est pas le Premier ministre qui est responsable. Parce que pour adopter le budget du Premier ministère, j'estime qu'on a eu effectivement à exposer le budget. Il y a un contrôleur financier et ensuite il y a le ministère qui vise tous ces budgets-là. Mais si l'Assemblée vote le budget, mais si toutes ces procédures sont acceptées, on a accepté de fractionner. Les gens ont accepté qu'on fractionne. Parce que je vous parle, c'est parce que j'étais DG de l'NSP et puis je suis venu trouver que le budget de l'NSP, il y avait beaucoup de fractionnement sur les marchés. Il y avait un contrôleur. Et c'est parti au ministère des Finances. Ils ont validé les états généraux Bon, quand je suis venu, j'ai voulu conduire le même système. Eh bien, le contrôleur financier dit le fractionnement ici, là, c'est pas autorisé, ça, c'est pas autorisé. Il dit, mais expliquez-moi. Il a expliqué. On a levé le fractionnement. C'est parti aux finances. Mais c'est pour dire que ce n'est pas forcément... Bon, lui, il a été clair là-dessus. Forcément, il y a une chaîne qu'il faut bien regarder. Ça constitue une faute du Premier ministre. Non, on n'écrit pas le Premier ministère ici. C'est dit que c'est les personnes directement liées. Le problème de révision de nos textes ou de contrôle, pas mal de choses. C'est pourquoi quand Nakanavo... Oui, mais c'est une pratique qu'on connaît. Permettons à Nakanavo de réagir là-dessus. C'est une pratique qu'on connaît, le fractionnement. C'est pour aboutir à des éléments. Alors, dans le fractionnement... Oui, alors... En fait, c'est pas que je vais apporter quelque chose d'essentiellement neuf. Ce que Issou va dire est très clair. Le fractionnement, c'est juste pour pouvoir soustraire le marché à la procédure, pour pouvoir faire soit du gré à gré, soit de l'entente directe. C'est simple. Ça donne plus de largesse à celui qui gère. Bien sûr, ça donne des libertés à celui qui fait le fractionnement. Mais ça ne veut pas dire que le fractionnement est forcément légal. Voilà. Est-ce que Paris peut jurer sur les toits que tous les fractionnements qui sont décriés là sont légaux? Est-ce que ça a été fait dans la règle de la... Oui, mais sans savoir cela, il ne faut pas dire... Le fractionnement est autorisé, mais est-ce que ces fractionnements ont été autorisés? Sans avoir vérifié cela, ne spéculons pas. Attendons. Vous voulez une précision? Juste pour préciser que si la Cour des comptes, quand elle va juger les comptes, donc pour ces marchés fractionnés, la Cour des comptes ne va pas s'intéresser, elle va regarder simplement si les procédures comptables ont été respectées.
Donc c'est là où on a besoin d'une autre autorité pour regarder la moralité de la dépense. Voilà. D'accord. J'ai dit qu'il y avait un autre deuxième sujet, mais on va le faire pour le petit temps qui nous reste, parce que c'est quand même sorti, c'est signé, je pense, à date du 7 mars, et il est dit, je le lis comme ça, pour qu'on puisse tous en avoir tous être au même niveau d'information. On fait un constat pour la correction des insuffisances qui impliquent la prise de mesures appropriées pour renforcer le mécanisme de contrôle des résultats des appels à concurrence. On dit que dans ce sens, et en cohérence avec les enjeux et priorités de l'heure, je vous engage à requérir l'autorisation préalable du Premier ministre pour toute proposition d'attribution des marchés publics et délégation de services publics au niveau de l'État, c'est-à-dire l'administration centrale, démembrement et collectivités territoriales, ainsi que pour toute approbation des résultats des travaux des commissions d'attribution. Cette autorisation préalable sera requise à l'issue de la phase de passation et d'évaluation, à l'exception des marchés passés par entente directe, demande de prix, proposition allégée, demande de cotation, demande de consultation, consultant. Voilà. Ce qui est signé de Apollinaire Joachimson Kilem de Tambela, Premier ministre. On a, j'ai dit encore, un spécialiste des budgets sur notre table. Nous tous, on a lu ça. On s'est dit, bon, est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que ça ne pose pas un problème, ce niveau de regard qui est en train d'être posé, même si on évoque la question de célérité et un certain nombre. Qu'est-ce que ça pose dans les textes déjà comme problème? Ça pose beaucoup de problèmes. Parce que quand vous regardez ces textes-là, vous vous demandez d'abord s'il est authentique. Et vous vous rendez compte, en termes d'impression, tout de suite, vous vous rendez compte que ceux qui ont pris le texte-là, parce que bon, c'est une autorité qui a signé, mais sûrement, il y a des techniciens qui l'ont accompagné, ça veut dire qu'on se rend compte qu'ils ne connaissent pas la procédure de passation de marché, ils ne connaissent pas les règles qui gouvernent la passation de marché, sinon ils n'auraient pas dû prendre ce texte-là. Le diagnostic qu'ils ont posé, c'est un diagnostic réel. Ça veut dire la question de la célérité, la question de l'efficacité et la question de la transparence. Malheureusement, la prescription faite, elle est fausse et elle va créer plus de problèmes que de les résoudre. D'abord, sur la question de la célérité, d'abord sur le plan légal, sur le plan de la conformité, il faut savoir que les marchés sont régis par une loi avec un décret. Donc, une simple circulaire ne peut pas venir modifier les dispositions de cette loi, parce que cette loi définit des acteurs, définit leur rôle et définit des procédures. Donc, une simple circulaire ne peut pas venir vider ce texte-là de sa substance ou bien créer un autre cadre. Donc, en termes de célérité, même si on doit réviser les textes, ça veut dire qu'on ajoute un palier. Voilà. Il faut rappeler l'histoire des marchés publics. D'abord, en 2008, on avait le décret 176 régissant les marchés publics. Et dans ce décret, on avait le spécialiste de passation des marchés qui faisait l'approbation des documents d'appel d'offres. Et on avait aussi le contrôleur financier ainsi que les autres acteurs de la chaîne financière, le Trésor. C'est parce qu'après analyse, on s'est rendu compte que le Burkina avait une faible performance en termes de nombre de jours pour la passation des marchés. Donc la réforme de 2016 a consisté à supprimer les niveaux de spécialistes de marché et à le combiner avec le contrôleur financier. C'est pour ça maintenant on a une direction du contrôle des marchés et des engagements financiers. Donc ça a permis de réduire les délais en matière de passation de marché. Et si on doit appliquer cette disposition du Premier ministre, ça veut dire qu'il vient ajouter un autre niveau, donc ça va rallonger les délais, donc ça ne résout pas le problème qu'ils disent avoir soulevé. Aussi la question de l'efficacité. Tant que ce sont des hommes, on est en train de parler de rapport tout de suite, c'est des gens qui ont été formés dans des grandes écoles, mais qui connaissent la règle et qui font autre chose. Tant que ça va être confié à des hommes, ça ne va pas changer, même s'ils sont au niveau du Premier ministère. La preuve, le rapport sur la gestion du Premier ministère montre que, Parole a dit, c'est pas forcément le Premier ministre, mais c'est l'équipe, c'est toute l'équipe. Et le Premier ministère n'aura pas l'équipe nécessaire pour faire ce contrôle, parce que ces marchés publics, c'est des milliers et des milliers d'appels d'offres. Enfin, pour la transparence, vous voyez, le texte même, il est même dangereux quelque part, parce que
on ne vous dit pas comment eux vont faire le contrôle, comment eux vont valider. C'est sur quelle base ils vont valider. Parce que s'ils doivent s'appuyer sur le code des marchés publics, ce code ne leur prévoit pas une place ou un rôle. Donc, quelle est la base légale sur laquelle ils vont s'appuyer pour jouer un rôle? C'est le dernier regard politique après le regard technique? Non, ici, le seul cas où le Premier ministre peut politiser. On veut dépolitiser. Non, le seul cas où le Premier ministre peut intervenir, la loi précise, le décret précise que pour les marchés de 3 milliards, ça veut dire plusieurs lots, si vous avez un marché de construction des routes, on a plusieurs lots, sur le total vaut 3 milliards, là, la validation est faite en Conseil des ministres. Donc ça, ce sont les occasions où le Premier ministre peut avoir quelque chose à dire sur des marchés passés dans d'autres ministères. Mais en dehors de ce cas, il n'y a que les marchés du Premier ministère où le Premier ministre peut avoir autorité à valider. Bien sûr, maintenant, en tant que chef de gouvernement, donc s'il constate que dans un ministère, un marché a été mal passé, il y a d'autres mécanismes justement pour asseoir ces règles de bonne gouvernance et apporter les corrections nécessaires. Je vais venir vers le RENLAC parce que ce qu'on voit qui est invoqué quand même, c'est sur la question des marchés. Peut-être c'est un regard peut-être plus pointu. C'est qu'espère le Premier ministère. Mais est-ce que pour vous, ça vous rassure, vous qui êtes dans la lutte contre la corruption? Non, ça ne rassure pas parce que ce que Youssouf a déjà bien expliqué, ce petit texte ne montre pas comment et qui va superviser et avec quelles compétences pour nous rassurer qu'il n'y aura pas de bisbilles. Puisque ce sont les hommes du Premier ministère sont des Burkinabés avec leurs faiblesses qui peuvent donc tremper dans des pratiques corruptives. Donc le Premier ministre, peut-être qu'il peut jurer sur son intégrité, mais il ne peut pas jurer sur l'intégrité de tous ces hommes qui sont autour de lui. Ça, c'est déjà un. Donc, c'est quelle équipe, j'allais dire Zorro, qui va pouvoir regarder tous les marchés publics et être en même temps rapide, transparent et efficace. Moi, je pense que c'est peut-être de la bonne volonté, mais c'est mal connaître le domaine des marchés publics qui est beaucoup plus complexe que cela. D'accord. Vous avez une réaction là-dessus? Nous ne voyons pas que ça va nous apporter quelque chose. Vous avez vu, il a exclu les marchés à polémique. C'est là-bas le problème. Il a exclu les marchés à polémique. Les marchés où il peut y avoir corruption, où il peut y avoir... Il a parlé de l'entente directe qui est exclue, la demande de prix qui est exclue, il y a la proposition allégée de demande de cotation qui est exclue. Et le reste des marchés passe en Conseil des ministres. C'est le Premier ministre en Conseil des ministres. Les dossiers sont envoyés, tous les ministres envoient leurs dossiers au Premier ministère avant que ça ne passe en Conseil des ministres. C'est ce que je sais de la procédure. Mais les marchés, il va les voir. Mais que vaut cette circulaire-là? C'est ce que je vous ai dit. On ne sait même pas si on est dans un état de droit ou un état d'exception. Une circulaire, ça n'a pas de valeur juridique par rapport aux procédures de passation des marchés. Et vous savez qu'il n'y a pas longtemps, ils ont favorisé les marchés par entente. Ils veulent aller vite en un an là. Ça a été fait sur le MPP aussi. Oui, non, eux, ils ont accéléré. Bon, au MPP, c'est la même question. Vous avez un avis? D'accord. En tout cas, merci, on l'aura compris. Merci, docteur Émile Paré, d'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à la formation politique et civique au MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Merci aussi à vous, Youssouf Ouattara, d'être passé, directeur exécutif du CIFWeb, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Merci à vous, Sagado Nakanabou, secrétaire exécutif du Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC. Et merci à vous, docteur Lopé Peñien, sociopolitologue, chercheur au CNRST, Centre national de recherche scientifique et technologique. On a fait donc le tour de la question sur ce qui est sorti de l'audit de la SELC et puis cette circulaire du Premier ministère. On va, avant de continuer aussi, marquer cette triste nouvelle-là, parce que quelqu'un qu'on a vu sur nos plateaux ici, que ce soit au tribunal de l'actualité ou dans d'autres espaces, Modeste Guy Yogo, est décédé aujourd'hui même, dimanche 12 mars à Ouagadougou, des suites de maladie, c'est ce que nous avons appris. Il est membre fondateur et porte-parole du Forum d'Itanier. Il était également le secrétaire général du Front patriotique. Guy Yogo est un ancien fonctionnaire du système des Nations Unies. On sait qu'il était longtemps resté à l'extérieur. Il en savait beaucoup aussi sur la réalité sociopolitique du pays au lendemain de l'assassinat du président Thomas Sankara, notamment les périodes des tortures, choses qu'il a appris dans la chair, il faut le dire comme ça.
Keïta. C'est un homme politique plein qui donc nous quitte. Une pensée à lui et à sa famille. Ceci dit, un reportage avant de passer à la dernière rubrique de ce rendez-vous du JDS. Nous allons aller avec l'AEMB, Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, qui, en collaboration avec l'ambassade de la Chine, a organisé le 11 mars 2023 un panel à l'université Joseph Kizerbo autour du thème le développement de l'éducation et de la technologie au Burkina Faso, l'exemple du modèle chinois. L'objectif est de permettre à cette jeunesse burkinabé de s'inspirer de l'exemple de la Chine pour participer au développement du pays, des hommes intègres. Abdul Rahim Nienye pour le reportage. Comment la République de Chine, considérée comme pays isolé dans les années 1940, est-elle devenue aujourd'hui deuxième puissance mondiale? C'est la question qui est décortiquée au cours de ce panel, animé par le professeur Alkassoum Maïga, sociologue et enseignant-chercheur, l'imam du Serfi Ismaël Tendrebeogo, avec à leur côté des experts chinois. L'accent est mis sur le développement de l'éducation et de la technologie afin d'en tirer leçon au profit du développement du Burkina Faso. Pour Gao Erkian, attaché culturel à l'ambassade de Chine au Burkina Faso, son pays doit son exploit à la discipline, l'engagement de tous, l'amour de la patrie et une éducation inclusive qui répondent aux besoins du pays. Après la fondation de la République populaire de Chine, un grand nombre d'intellectuels chinois vivant à l'étranger ont déterminé à renoncer à leur vie douce et de rentrer en Chine. Ils ont apporté une grande contribution au développement dans le domaine de la science, de l'économie, de l'éducation et de la défense nationale. Aujourd'hui, on fait appel aux jeunes d'unir l'amour de la famille à l'amour de la patrie et de s'intégrer à la réalisation des rêves personnels et familiaux, aux rêves nationaux. Pour le professeur Alkassoum Maïga, les piliers du développement de la Chine cités par Gao Erkian font défaut au Burkina Faso. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur soutient qu'il faut unir tous les Burkinabés autour d'un idéal commun et se doter d'un système éducatif adapté au contexte avec des objectifs clairement définis. Quand vous voulez éduquer, quels sont les gens qui sont concernés par l'éducation? Quels sont les moyens par lesquels les éduquer? Et on éduque pour atteindre quel objectif? Est-ce que nous avons éduqué les enfants burkinabés pour qu'ils soient des enfants qui aient l'amour de leur pays, qui aient les valeurs de leur pays comme référence, qui soient des enfants tolérants, des futurs adultes tolérants? Manifestement, quand on voit ce qui se passe, on est tenté de dire qu'on a échoué de ce point de vue. Selon l'imam du Serfi, il n'est jamais tard pour mieux faire. Ismaël Tendrebeogo affirme qu'il faut mettre un accent sur l'éducation, surtout celle des enfants, et s'ouvrir au reste du monde comme le préconise l'islam. Donc, l'islam nous a enseigné l'éducation. Il en a fait une éducation graduelle, une éducation précoce, une éducation globale, une éducation qui anticipe sur les réalités. Et l'islam a donné un contenu à cette éducation à travers l'exemple de la première et la deuxième génération, du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également, l'islam nous a demandé de nous ouvrir aux autres, d'apprendre des autres, parce que la sagesse, elle se trouve dans tous les peuples. Il n'y a pas un peuple qui ne soit pas sage, il n'y en a pas. Les peuples qui ne sont pas sages ont disparu. Notons que cette conférence publique est organisée par l'AEMB, Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, en collaboration avec l'ambassade de Chine. L'objectif est de susciter l'éveil des consciences des jeunes et un engagement de tous à contribuer au développement du Burkina Faso. À présent, la dernière ligne droite de ce JDS, journal dimanche au soir, et c'est le sport. Nous allons parler football pour terminer ce journal dimanche au soir. Et je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir, Geoffroy.
merci d'être avec nous. Très ravi d'être là. Comme chaque dimanche d'ailleurs. Voilà. Et on a avec nous Bourima Balima, il a été anciennement secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Il est le directeur exécutif de l'UFOAB CAF, entendez Union des fédérations de l'Afrique de l'Ouest, zone B. Bonsoir. Merci, c'est Geoffroy. C'est un plaisir de vous avoir. Claude, on va commencer déjà par... le directeur exécutif de l'UFOAB, je pense que c'est intéressant quand même. C'est intéressant. On va discuter dans le détail de ce que sont les missions, le rôle de cette UFOAB et puis lui en tant que directeur exécutif, quel est le souffle nouveau et la vision qu'il amène. Mais avant, on va rester avec notre football à nous. On a eu des rencontres ce soir, je pense que c'est 16e de finale de la Coupe du Faso. Salitas, c'est faible, qui s'est terminé par un 2-0. Je pense qu'on a les images. Oui, Salitas, c'est faible, qui est une équipe de 2e division et c'est la Coupe du Faso. Vous savez qu'en matière de coupe, il n'y a pas de favori. Hein. La coupe, ça se joue sur un match et les joueurs, c'est souvent des matchs pièges. Et cette fois-ci, Salitas ne s'est pas fait prendre dans le piège puisque Salitas a battu cette équipe de Cefeb par le score de 2-0. Donc on voit déjà le premier but de Salitas ici. Voilà, donc sur cette superbe frappe qui permet donc aux colonnes de Ouagadougou de prendre une avance sérieuse pour la qualification. Salitas va même corser la décision. C'est vrai que ça n'a pas du tout été simple parce que vous savez, comme Dame Coupe, pour s'imposer, il faut véritablement batailler dur. Mais l'équipe de Salitas ne se fait pas prendre au piège et réussit donc à surclasser cette équipe de Cefeb 2-0 et se qualifie pour les 8e de finale. On va attendre donc le tirage au sort donc de ces 8e de finale pour connaître l'adversaire de cette équipe de Salitas. En attendant, on va donner les résultats donc de ces 16e de finale de la Coupe du Faso. L'équipe de l'Étoile africaine de Zignaré a chuté face à Bafoudié FC 1-0. Vitesse a dû recourir donc au tir au but pour se qualifier face à Tema Boquin. 4 tirs au but à 3, 1-1 score final. L'AS Sonabel a étrié Azaf 5-0. L'AS Douane a été sans pitié devant donc l'équipe de l'AFC Panamdé 4-1. Le Canon du Sud donc a battu l'ASLB 4 tirs au but à 3-0 au temps réglementaire. L'AS Eco donc au tir au but a plié les chines face à Royal FC 6 tirs au but à 5-0 au temps réglementaire. La SEC de Koudougou n'a pas pu dépasser le cap de l'étoile filante de Ouagadougou puisque les fois a gagné 1-0. COSAF a dynamité l'Olympique Système du Moun 5-0. Le RCK a été éliminé par l'équipe des Léopards de Saint-Camille, l'équipe de 2e division, pour tir au but, 5 tirs au but, 7 tirs au but à 6 après match nul 0-0. Le Real du Faso également sort de la course puisque défait au tir au but par l'équipe de l'USFA 5 tirs au but à 4, 1-1 au temps réglementaire. Le Sporting FC de Cascade a battu l'AS Kouritengas 2-0. L'ASFA Eninga qui a changé d'entraîneur donc voit sourit bien puisque l'ASFA a étrié le BPS 5-0 et puis le Colmar AC du côté de Bobo du Lasso a battu FC Kyogen 2-0. On va attendre donc évidemment le tirage au sort de ces 8e de finale en tout cas pour connaître les oppositions de cette partie de la Coupe du Faso. En tout cas, ce qui se continue assez bien. C'est vrai qu'on a eu droit à, pour ce qui était de l'USFA Real du Faso, vous le disiez, c'était très balançant jusqu'à la fin 1-1 et puis après tir au but tout à fait. Pour que l'on se décide pour savoir qui est-ce qui va continuer. Il n'y a pas de prolongation à ce stade de la compétition donc voilà. D'accord. Ceci dit, et tout ça, hein, le directeur exécutif de l'UFOAB a pu suivre quelques matchs. Oui, j'ai été très impressionné par surtout la rencontre l'AS Douane contre Panantigui, l'équipe de Panantigui, qui vraiment mouillé le maillot. Et j'ai surtout apprécié la réaction positive de l'AS Douane. Certes, on dit que c'est une équipe de D3, mais en coupe, il n'y a pas de petite équipe. Il faut bien mouiller le maillot pour la victoire. Il faut bien mouiller le maillot et l'AS Douane qui était mené, donc c'est fait respecter. Je tire mon chapeau
à l'avant-centre de l'AS Douane, je crois que c'est Michel Bachogo. Qui a réalisé un triplé, je pense. Ça me rappelle ça pour l'Olympique. Ah d'accord. C'est ça. Et il faut rappeler que Bruno Badini a été gardien de but du côté donc, de l'étoile filante de Ouagadougou, capitaine même des étalons. Et je pense qu'il a participé donc, à ce match inaugural du stade du 4 août, nous apprend-on. C'est ça, premier capitaine des étalons qui a inauguré le stade du 4 août. Ça, c'est des émotions aussi. Un très bon souvenir. Le stade du 4 août, ne sont pas de ballon. C'est ça. D'accord. Et ceci dit, on va s'intéresser maintenant à l'UFOA B, des zones B. Parlez-nous de ce qu'est l'émanation qu'on va dire, parce que selon mes recherches, c'était quand même sous proposition de la Fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, c'est plusieurs compétitions qui sont derrière et tout. Comment ça se porte? Ah ouais, vous savez que l'UFOA, tout court, est né en 1976. Et avec la nouvelle vision de la CAF, et certainement certains soubresauts, en 2012 a été scindé en deux zones. La zone A, avec siège à Banjul, qui composée par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Libéria et la Sierra Leone. Et notre zone, la zone B, qui regroupe le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En fait, cette scission, évidemment, c'était à une période chaude où laisser la zone aller aux élections de la CAF donnerait les faveurs à monsieur le président Anoma. Et à l'époque, la CAF a voulu scinder la zone en deux pour amoindrir les forces de M. Anoma. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais nous voyons cette vision maintenant comme une nouvelle politique qu'il faut mettre en valeur. Et cette valeur, c'est la scission de l'Afrique en 6 zones. Les 6 zones, c'est en fait les directions régionales, si l'on veut dire administrativement, de la CAF, qui maintenant a désigné les directeurs exécutifs pour mener à bon port sa vision. Et là, vous êtes donc le tout premier directeur exécutif donc, de la zone. Exact. J'ai été nommé le 9 mars 2020 et j'ai pris fonction le 15 octobre 2020. D'accord. On voit que depuis que vous êtes là, en tout cas, l'UFOA B, qu'on ne sentait pas beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup d'activités qui y sont menées. Alors qu'on se rappelle, on disait que l'UFOA était donc une zone où vraiment il n'y avait pas d'argent. En tout cas, c'est ce que le secrétaire d'alors disait. Oui, vous savez, toute gestion d'une société, d'une entreprise, d'une entité, quelle que soit la structure, c'est le management. Et le management et la bonne gouvernance. Moi, Dieu faisant les choses, ayant été ancien footballeur, ancien entraîneur, et dans l'administration comme ancien secrétaire général et de l'Étoile d'abord, ensuite de la fédération, je crois que les atouts étaient réunis pour que je sois désigné comme le directeur de la zone. Effectivement, il y avait jusqu'à 4 candidatures. Et quelle était la philosophie ? C'est les objectifs à atteindre. Parce que chaque année, la CAF organise 820 compétitions. Wow. Ça, c'est sans compter les petites catégories. Et la nouvelle vision, c'est maintenant laisser aux zones d'organiser les U17, les U20, garçons comme filles, pour les matchs qualificatifs des CAN. C'est-à-dire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en marge de ces compétitions, il y a le Women's Champions League, qui est la coupe des clubs champions dames. Et cette année, l'année dernière, disons, il y a eu le championnat scolaire, qui est une nouvelle compétition que la CAF a essayé d'implémenter pour voir. En fait, nous savons que depuis notre génération,
c'est des écoles que partent les élites. Et non seulement il y a ces écoles, il faut professionnaliser ces écoles en les transformant en des écoles de football. Et c'est ce premier pas qui a été fait. Ça a été vraiment une réussite. Et je crois que cette année, elle sera répétée, cette compétition. Et au fur et à mesure que nous avançons, évidemment, toute chose, tout début, il y a certainement quelques couacs que nous allons corriger pour vraiment mettre en place une structure qui sera vraiment infaillible. C'est vrai que quand on regarde déjà avec les seniors, sous nos yeux, c'est jamais facile. Avec les petites catégories, on se dit que ça doit être encore plus difficile. Ah oui, c'est parce que à ce niveau, ce stade, c'est pour ça que nous avons essayé de chercher les mesures d'accompagnement, comme on dit. Quelles sont ces mesures d'accompagnement? Les jeunes, cette petite catégorie, c'est des enfants. Il y a l'éducation. Et il faut les prendre, pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que père, en tant que tuteur. Parce qu'ils ont beaucoup à apprendre. C'est les ABC, les B.A.B.A. du football qui doivent commencer à apprendre. Et c'est pas... En fait, il faut être spécial. Et c'est pour cela que nous avons fait des formations des entraîneurs de petite catégorie en marge du championnat du lycée scolaire à Abidjan. Nous avons fait aussi une formation pour les journalistes qui doivent accompagner, ces hommes de médias qui doivent accompagner cette nouvelle philosophie que nous mettons en place. Il y a aussi les safeguards. Vous savez, les safeguards, il y a ce domaine qui est, en anglais, safeguard veut dire prendre soin de quelqu'un. Les enfants, ils sont fragiles. Il faut toujours qu'il y ait une surveillance afin d'éviter de petits désagréments, voilà, des perditions, et puis permettre à ces enfants de se développer et de vraiment être les hommes de demain pour le football. D'accord. On voit que vous organisez beaucoup de compétitions, hein, ça il faut le dire. Surtout du côté dans la zone B, en tout cas ça bouge. Depuis que M. Balima est là, sans peut-être vous jeter des fleurs, on sent en tout cas que ça bouge. Il y a beaucoup de compétitions, mais beaucoup du côté du Ghana, de la Côte d'Ivoire. M. Balima est burkinabé, on s'est dit, mais peut-être qu'on aurait pu avoir quand même une compétition au Burkina, ou bien le Burkina n'a jamais postulé. Mais vous savez, je suis gêné de parler de ça parce que quand les compétitions sont lancées par la CAF et que les décisions nous arrivent, nous faisons appel à candidature. Tout pays qui veut organiser la compétition postule. Mais si le Burkina n'a pas postulé, je ne peux pas leur dire postuler. Mais est-ce que c'est pas le fait que le stade du 4 août, bon c'est vrai qu'avant ça, mais bon, peut-être oui, le stade du 4 août ne peut pas recevoir les compétitions des U17 et des U20 pour les phases qualificatives de la CAN. Mais il y a les coupes de l'UFOA que nous organisons. Par exemple, au mois de mai, il y a les U20 féminines qui seront organisées au Ghana. Il y a les U20 garçons qui seront organisés en Côte d'Ivoire. Ces compétitions sont à apprendre. Le Burkina pouvait participer. Le Burkina pouvait participer parce qu'on pouvait jouer ça au stade municipal ou bien même au stade de Bobo. Mais bon. Est-ce que va souffler aussi? Peut-être fallait souffler aussi. Non, je ne peux pas souffler parce que tu vas souffler et s'il y a une erreur, on va dire voilà, c'est le directeur exécutif qui nous a mis dans cette erreur. Non. Est-ce que c'est pas le fait aussi que... Est-ce que c'est pas coûteux quand on organise? C'est pas coûteux? Non, c'est pas que c'est nous qui prenons tout en charge. Il faut prendre tout en charge. Il faut prendre tout en charge. C'est ça justement. Parce que je me rappelle, quand j'ai été nommé, en 2020, immédiatement, le premier tournoi des U20, je l'ai proposé au Burkina. Et ça me chagrine quand je parle de ça. Je l'ai proposé au Burkina, qui était d'accord. On a même tenu une première réunion pour préparer la compétition. La deuxième réunion, on m'a tout juste fait savoir que non, le Burkina ne pourra pas organiser ça. Sans autre forme de procès. Mais alors, immédiatement, la Côte d'Ivoire a saisi ça. Alors que vous prenez tout en charge? On prend tout en charge. Le seul volet pris en charge par les participants, c'est le transport de leur pays au lieu de la compétition. Mais ça nous prenons en charge l'hôtel, nous prenons en charge le transport local,
nous prenons en charge tout ce qui est organisation au niveau de la cérémonie d'ouverture et de fermeture. Nous prenons en charge les indemnités de tous les membres du comité d'organisation UFOA-CAF. Wow. Voilà. Ce que le pays hôte prend en charge, c'est le comité local d'organisation, le domaine sécurité et le domaine médical. Ça, c'est la souveraineté de chaque pays. Tu ne peux pas dire la sécurité, nous prenons, non. C'est eux qui s'occupent de ce volet. Et Dieu merci, comme le Covid est parti, il n'y a plus grande chose à prendre, si ce n'est pas la Croix-Rouge et le corps médical autour des matchs, c'est tout. Mais vous rêvez quand même que le Burkina puisse s'organiser une fois quand même. Mais cela dépend de vous, les hommes de médias. Incitez vos autorités pour qu'ils en prennent. Par exemple, cette année, tout est déjà pris. Il y a les U20 féminines à commencer au mois de mai, le 20 mai. Il y a les U20 garçons. J'ai préparé ce volet spécialement parce que fin juillet, il y a les compétitions CHAN qui vont commencer. Tout à fait. Donc en mettant cette compétition au début du mois de juillet, ça permet à chaque pays de préparer déjà son équipe, évidemment, ces équipes seront renforcées par quelques éléments pour les prochaines compétitions de CHAN. C'est vrai que déjà avant qu'on échange, vous disiez la CAF elle est très regardante, il faut dire UFOAB, CAF, c'est-à-dire un regard qui est très fort. C'est une direction de la CAF. Nous les autres, nous sommes des directeurs exécutifs d'une des directions de la CAF. Ok, ça se comprend. D'accord. Mais moi, peut-être que quand vous regardez donc de façon, on a l'impression que la zone UFOAB qui a été scindée, est-ce que vous pensez que ça a amoindri, parce qu'on a dit qu'il y avait beaucoup d'influence aussi de la zone de l'Afrique de l'Ouest dans les compétitions africaines. Est-ce que également, je ne sais pas, c'est pas pour amoindrir ça, parce que quand il y avait la CAN, quand on ne faisait pas par zone, on retrouvait beaucoup de pays ouest africains. Est-ce que c'est pas aussi pour permettre à toutes ces zones-là d'être représentées, par exemple, au CHAN? Au début, c'était cette considération que nous, sportifs, avions pensé. Mais quand vous vous rendez compte, sur le terrain, on disait que le Nigeria était le pays qui doit partir. Mais le Burkina Faso a battu le Nigeria. Ça veut dire que le Burkina Faso est valable. Donc, nous sommes à une période où c'est les compétences qu'on veut, les élites qu'on veut, le meilleur football qu'on veut. Mais si tu es bon, montre-le sur le terrain. D'accord. Oui. Ok. Vraiment. C'est une dernière question pour vous, parce qu'on est pratiquement au fil du rasoir sur le temps de la fin. Non, peut-être que moi, la question que je voulais poser quand vous regardez aujourd'hui le football burkinabé, peut-être comme vous avez un peu, et la situation qui prévaut actuellement, à votre temps, quand même, on savait qu'il n'y avait pas assez de financement, mais là, actuellement, les gens ont la bourse de l'État, ils ont la subvention au niveau des fédérations, et puis les salaires ne sont pas payés. Quel regard vous jetez par rapport à ça? Quand on regarde ça? Nous, anciens joueurs, quand nous parlons, on dit que votre temps est passé. Non, mais celui qui crée sa société, c'est lui qui gère sa société. Ça veut dire que si tu crées une équipe, tu es capable de gérer ton équipe. Ce qui vient du ministère et de la fédération, mais c'est le linga, comme on veut dire. Mais bon, tous les clubs maintenant s'asseyent, on regarde le ministère, on regarde la fédération. Avant votre temps, il n'y avait pas toutes ces subventions, mais il n'y avait pas d'arrivée de salaire. Mais moi, on ne me payait pas. Moi, j'achetais tous mes équipements pour jouer. Mon salaire, c'était la victoire. Il fallait payer pour avoir des arriérés. Quand tu gagnes un match, à notre temps, là, quand tu gagnes un match, tu peux faire une semaine. Cette victoire que tu as là circule sur toi. Et là où tu vas, on trouve facilement les portes. Même tu rentres dans un restaurant, tu vois ta facture est payée, ainsi de suite. Tu vas au commissariat pour tes papiers. Un policier te prend ça immédiatement, te règle. Mais c'est cette joie-là que nous retrouvons. Et tu n'as même pas besoin, personne ne passait d'argent. Et à l'époque, ce qui nous arrangeait, quand tu veux signer dans un club, tu cherches d'abord le travail. Le club te trouve le travail, tu t'en fous maintenant du salaire. Tu t'en fous du salaire au niveau du football. Maintenant, c'est du football business. Mais les joueurs ont dans la tête l'argent. Et certains, même à cause de ça, ne partent même plus à l'école. Parce qu'ils se disent, je suis footballeur, ce que je gagne me suffit. En oubliant que le football finit.
C'est ça. Et je rappelle que vous êtes cadre de poste de télécommunications à la retraite. Exact. Ouais. C'est cela. Merci bien en tout cas, M. Bourema Balima d'être passé. Vous êtes, je le rappelle, directeur exécutif de l'Union des fédérations de l'Afrique de l'Ouest, zone B, CAF. En tout cas, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. En tout cas, j'étais très ravi d'avoir. C'est vrai qu'on aurait pu avoir beaucoup d'autres questions comme ça, mais bon, le temps qui nous est imparti. Vous savez, le JDS, la porte reste toujours ouverte. Je vous demande aussi, au niveau par exemple du championnat national, faites quelque chose parce que c'est la presse qui est l'homme fort football. Quand vous voyez la Champions League en Europe, c'est les médias qui ont fait la Champions League ce qu'elle est aujourd'hui. C'est les hommes du média, de la communication qui ont fait le marketing, qui ont fait ce que c'est que la Champions League, qui rassemble tout le monde pour suivre ce match. Tellement les publicités font que personne ne veut accompagner. C'est cela. En tout cas, merci Claude Lomba d'être passé. Et encore merci Bourema Balima d'être passé. Ceci met donc un point final à ce JDS, journal dimanche au soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se retrouve dimanche prochain pour notre JDS et d'ici là, portons-nous bien.